Alors, c'est parti. On va commencer, puis on laissera les autres se joindre à nous en temps et lieu. Donc, merci d'être parmi nous ce midi. Julie et moi, on est très contentes là, de parler d'un sujet qui nous intéresse énormément. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, peut-être que vous partagé cet intérêt avec nous, ou peut-être qu'au contraire, le conflit vous empêche de dormir la nuit. Donc, on espère en fait, en ce 45 minutes ensemble ce midi, vous donner des outils autant pour prévenir, limiter le conflit, mais des outils aussi concrets pour intervenir adéquatement, le plus efficacement possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a jumelé la théorie avec la pratique. C'est notre approche chez Via Conseil, là, donc d'être le plus concret possible. Donc, on fera notre possible. C'est sûr qu'en 45 minutes, question de gérer vos attentes. On ne passera pas au travers de toutes les stratégies qui existent en matière de gestion de conflit, mais on espère quand même vous donner quelques trucs et astuces. Donc, voilà, encore une fois, pour juste à titre de contexte, c'est sûr que le conflit, il est inévitable dans toutes les sphères de nos vies, même vous le constaterez dans vos vies personnelles. On choisit les gens avec qui on veut être, par exemple, en couple, en relation, puis ça ne nous évite pas quand même qu'on ait des conflits. Donc, imaginez-vous un milieu de travail qu'on met ensemble plein d'individus avec des parcours de vie différents qu'on n'a pas choisis. Nécessairement, là, le conflit est inévitable. Après, on peut le gérer pour qu'il n'y ait pas trop de répercussions négatives. Donc, le titre de notre formation aujourd'hui, c'est transformer un conflit en opportunité d'amélioration de la performance, parce que oui, c'est possible que le conflit soit pas juste négatif, mais qu'il puisse nous emmener à avoir une meilleure performance organisationnelle. Donc, voilà, peut-être une petite intro. Je vous rassure, on ne passera pas 30 minutes à parler de qui on est Via Conseil, mais c'est important quand même qu'on le fasse. Donc, Julie et moi, on fait partie de l'équipe de Via Conseil. On est une équipe d'une dizaine de consultantes qui accompagnent les organisations en matière de ressources humaines. Donc, on a différents types de services, puis qu'on est une équipe aussi diversifiée avec des intérêts, des expertises différentes. Donc, on est capable de accompagner nos clients, tant au niveau, par exemple, du recrutement, bien sûr, mais aussi de tout ce qui est rémunération globale. Donc, mettre en place des outils pour structurer nos pratiques de rémunération. On a également tout le volet mobilisation des employés, donc tout ce qui est en lien avec la gestion de la performance, de la contribution, le développement des compétences, des politiques, donc mettre en place des politiques, les mettre à jour pour s'assurer qu'elles soient conformes. On accompagne aussi la direction là, dans différents types de diagnostics, aussi tout ce qui est en lien avec les conflits, la médiation, des enquêtes d'harcèlement. On revoit beaucoup des structures organisationnelles, les rôles et responsabilités, puis on fait de la formation, du coaching pour les gestionnaires. Donc, on touche à plusieurs choses là, au niveau des ressources humaines. Alors, Julie et moi, pourquoi on est avec nous, vous, aujourd'hui, c'est qu'on se spécialise plus précisément là, dans tout ce qui a trait à l'incivilité, les conflits, le harcèlement en milieu de travail. Donc, voilà, on se lance. Pour ce qui est, oui, ce que je peux aussi vous dire, c'est que pour ce qui est des questions, euh, questions qu'on se rende jusqu'à la fin, Julie et moi de la formation, qu'on ait le temps également de couvrir ce qu'on voulait vous dire, on va garder les questions pour la toute fin. Donc, si jamais vous avez peur d'oublier votre question, vous pouvez l'écrire dans le chat, il n'y a vraiment pas de problème, mais ça se pourrait là, qu'on on y réponde seulement à la toute fin. Donc, j'espère que vous ne soyez pas vexés de ça. C'est simplement parce qu'on veut se rendre jusqu'au bout puis être certaine là, d'avoir assez de temps pour vous parler de tout notre contenu. Alors, dans cette présentation, séparée en 4 parties. Donc, la première partie, comprendre le conflit. Très important hein, d'avoir une bonne base sur c'est quoi le conflit pour après ça être capable, d'un, de le repérer, mais aussi de le prévenir, puis d'avoir des bonnes stratégies là, d'intervention. Ensuite, on va regarder toutes les petites stratégies là, de prévention, donc pour limiter les conflits. Encore une fois, pas les éliminer complètement. Quelques stratégies qu'on a vues là, sur le terrain qui fonctionnaient quand même bien. Ensuite, au niveau des stratégies d'intervention, donc vous donnez des outils pour savoir là, comment intervenir face à certaines situations là, de tension, de conflit. Puis ensuite, à la toute fin, on va vous faire une belle synthèse de ce qu'on a parlé pendant le webinaire. Alors, comprendre le conflit.
C'est sûr qu'il y a plusieurs définitions pour expliquer qu'est-ce qu'un conflit. Aujourd'hui, c'est sûr, la petite nuance que je veux vous apporter, c'est qu'on ne parlera pas nécessairement d'harcèlement. Très important parce que quand on est dans du harcèlement, c'est sûr que nos stratégies vont être différentes. Les stratégies d'intervention aussi ne seront pas nécessairement les mêmes. Alors, simplement garder en tête là, que aujourd'hui, nos propos sont vraiment pour des situations de conflit et non de harcèlement. Donc, éventuellement, peut-être qu'il y aura un autre webinaire au niveau du harcèlement, mais aujourd'hui, on reste sur le conflit. Donc, avant, Julie, que je te passe la parole, peut-être juste mentionner l'aspect de une définition, en fait, que Julie et moi, on aime bien, qu'on trouve très réaliste par rapport à ce qu'on voit sur le marché du travail. C'est la définition de Solange Cormier. Donc, un conflit, en fait, c'est une situation dans laquelle il y a des personnes qui vont percevoir incompatibles leurs besoins, leurs intérêts, leurs valeurs, leurs objectifs. Donc, ces perceptions-là vont emmener une tension. À toi, Julie, la parole. J'arrête de parler. Oui. Puis dans une organisation, on peut retrouver plusieurs types de conflits. Donc, le conflit intrapersonnel, c'est bien souvent celui qu'on va appeler le conflit avec nous-mêmes. Donc, si par exemple, mon patron me demande de faire du temps supplémentaire ce week-end, je peux être partagée entre l'envie de faire plaisir à mon patron, mais l'envie aussi de passer du temps avec ma famille. Ensuite, le conflit interpersonnel, qui est un conflit qui va être entre deux individus. Et on retrouve les conflits de groupe, donc le conflit intragroupe ou intergroupe. Donc, intragroupe en organisation, ça va être par exemple au sein d'un même département. Intergroupe, ça va être au sein de plusieurs départements. Et on va parler de conflit organisationnel quand, par exemple, le conflit touche davantage des règles formelles au niveau de l'organisation, touche la culture organisationnelle, où moi, je vais aussi utiliser euh, ce type de conflit-là, cette expression-là, quand on va parler d'un conflit qui a vraiment pris de l'ampleur et qui touche à pratiquement tous les départements d'une organisation. Un conflit interpersonnel qui n'est pas géré peut aussi se transformer en conflit de groupe, donc peut prendre de l'ampleur et toucher plus de deux personnes. Aujourd'hui, on va davantage, Chloé et moi, se concentrer sur le conflit interpersonnel parce que le conflit de groupe a, dans le fond, sa dynamique bien à lui. Les groupes ont une dynamique particulière. On va souvent appeler ça les phénomènes groupaux. Donc, on pourrait faire un webinaire en entier sur les conflits de groupe, mais sachez que quand même, les outils qu'on va vous partager aujourd'hui peuvent s'appliquer à pratiquement tous les types de conflits, là. Donc, ça demeure quand même pertinent si vous avez, par exemple, des conflits de groupe dans votre organisation. Donc, au niveau du conflit en soi, on va retrouver habituellement deux grandes composantes. Donc, on va parler de l'objet du conflit en soi et de ce qui tourne autour, donc tout ce qui est dynamique de pouvoir, tout ce qui est émotif. On va appeler un conflit de contenu quand ça tourne principalement, toujours dans le monde du travail, là, quand ça tourne principalement autour de la tâche, des objectifs, des rôles et responsabilités, des méthodes de travail, des priorités qui peuvent être divergentes. On va parler d'un conflit qui est plus relationnel quand on cible vraiment plus la personne. Donc, par exemple, les différences de perception, les valeurs, les différences d'interprétation. On peut aussi parler de conflits de personnalité. Et bien souvent, le conflit relationnel va être plus chargé en émotions. Puis on va souvent se retrouver dans un conflit relationnel quand il y a eu une accumulation. Et là, merci Chloé. Un conflit qui visait davantage la tâche ou les objectifs peut, s'il n'est pas géré, se transformer en conflit qui va tourner davantage autour de la composante relationnelle. Donc là, si il n'y a rien qui a été fait, ben, il va y avoir plus d'émotions qui vont être impliquées dans la situation. Les gens vont parfois même commencer à personnaliser le comportement de leurs collègues, vont personnaliser le problème et on va se retrouver davantage dans un conflit de relations. Euh,
ça m'amène à vous parler de l'escalade du conflit. Donc, il y a plusieurs théories là, par rapport à l'escalade du conflit. Nous, celle qu'on a choisi de vous présenter, c'est celle de Stimek, qui, dans le fond, met le conflit face à une image qui est celle de l'escalier. Donc, chaque palier de l'escalier nous amène à une composante encore plus complexe du conflit. Donc, si on commence au bas de l'escalier, on se retrouve habituellement face à des tensions. Donc, le conflit, les désaccords vont commencer. Il va y avoir une diminution de l'écoute de chacune des parties. Il peut y avoir aussi des attaques verbales qui vont commencer, des attributions d'intention. Donc, je vous donne un exemple là, qui peut sembler banal, mais j'attendais, moi, un courriel de la part de Chloé, là, disons, ce matin à 8 heures pour me permettre d'être prête pour la rencontre là, de 10 heures. Elle ne m'a toujours pas envoyé le fameux courriel. Je suis certaine qu'elle a fait exprès pour me nuire, pour que je ne sois pas prête pour la rencontre. Donc, on lui attribue des intentions. S'il n'y a rien qui est fait à cette étape-là, bien là, on a des chances de tomber dans ce qu'on appelle la polarisation. Donc, chacune des parties va se camper davantage dans ses positions. On va voir une certaine détérioration de la relation. Il peut y avoir aussi une formation de clan. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un conflit interpersonnel qui n'est pas géré peut prendre de l'ampleur et peut devenir un conflit de groupe. Donc, si par exemple, donc, moi, j'entretiens des perceptions par rapport à ma collègue Chloé. Alors, je vais en parler avec, je ne sais pas moi, Annick, dont je suis proche. Je vais aussi en parler avec Eric, dont je suis proche, qui, eux, ont uniquement ma perception du conflit, vont se faire une idée du conflit, vont s'en venir dans mon camp. Chloé risque de faire la même chose. Et là, on implique davantage de personnes dans notre fameux conflit. Il va aussi y avoir possiblement l'apparition de menaces et de généralisation, hein. Donc là, on passe des intentions à la généralisation. Donc là, c'est rendu que Chloé, elle m'envoie jamais l'information à temps quand j'en ai besoin ou elle est toujours en retard. Donc les fameux jamais toujours vont apparaître et on va commencer à parler davantage d'un conflit qui est durable. Encore une fois, si on laisse grandir le conflit, si on ne gère pas la situation, on peut arriver à ce qu'on appelle un conflit qui est plus coercitif. Donc, on va personnaliser le problème. Donc, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, là, on va attribuer, dans le fond, le comportement de la personne. On va carrément confondre son comportement et la personne, confondre les enjeux et le problème. Et on peut même avoir pour objectif de nuire à l'autre, hein. Donc, la fameuse dynamique gagnant-perdant, je veux gagner à tout prix. Et c'est là qu'on va commencer à parler de conflit qui est destructeur. Donc là, quand on regarde cette image-là, c'est sûr qu'on peut comprendre que plus rapidement on intervient dans un conflit, meilleures sont nos chances de réussite et aussi c'est moins complexe à résoudre comme conflit. On n'a pas mis dans cette fameuse escalier-là le harcèlement dont Chloé nous parlait tout à l'heure, mais vous comprendrez aussi que si on laisse détériorer une situation, donc si on laisse grandir le conflit, ben, il y a des chances aussi qu'on se retrouve avec un climat qui soit très toxique ou avec des fameuses plaintes en harcèlement. Et là, c'est une autre chose aussi, un autre niveau de complexité à gérer. Je te passe la parole, Chloé. Merci, Julie. Alors, des stratégies de prévention. Encore une fois, aujourd'hui, on s'adresse principalement davantage à des gestionnaires, à des conseillers, conseillères en ressources humaines. Donc, si jamais vous souhaitiez avoir des outils concrets pour gérer vos propres conflits, c'est sûr qu'on est moins dans cette posture-là, cette approche-là, mais peut-être qu'il y a des éléments aussi qui pourront être pertinents là, pour vos conflits personnels. Donc, je tenais quand même à le mentionner. Alors, je le dis, je le redis, donc pour limiter les conflits, on n'est pas dans une optique d'éliminer complètement les conflits de nos organisations. Ça serait pas réaliste de dire ça, mais je fais quand même, je porte à votre attention que l'objectif, c'est pas d'éliminer complètement les désaccords dans vos organisations. On en veut des désaccords, c'est ce qui emmène l'innovation, ce qui emmène le dépassement. Donc, la nuance à y avoir, c'est il y a une différence entre des désaccords puis des conflits.
Donc là, je parle vraiment des conflits, des stratégies, des actions qu'on peut mettre en place pour limiter les conflits. Bien, la première chose qu'on peut faire, c'est définir des règles de vie qui sont claires et communiquées. Je l'ai mis en premier parce que c'est celle qui semble la plus élémentaire, la plus banale, mais tu sais, souvent, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que la stratégie la plus efficace n'a pas à être celle la plus complexe, la plus élaborée ou la plus scientifique. Donc, ce que j'entends par définir des règles de vie claires et communiquer, c'est souvent dans des situations où vous voyez que les gens, soit que se parlent pas comme il faut, on voit des formes d'incivilité qui dégénèrent. Donc, c'est de se dire, bon, c'est quoi nos valeurs? Moi, la manière que je m'y prends, là, c'est soit que je reprends les valeurs de l'organisation ou je reprends les fameux concepts de base comme c'est quoi le respect, c'est quoi l'ouverture, c'est quoi la collaboration. Donc, on prend nos grands champs, là, nos grands concepts, puis on va venir les définir pour s'assurer que chaque membre de l'équipe comprenne bien qu'est-ce qu'on attend de eux, que ça soit clair pour tout le monde. Parce que ma définition du respect est certainement différente de celle de Julie. Donc, puis j'aurais aussi envie de vous dire, si vous pensez à vos valeurs de vos organisations, je suis pas mal certaine que la moitié d'entre vous auraient de la difficulté à me définir comme ça, on the spot. Donc, des fois, ça fait vraiment du bien de juste se faire un petit résumé. Donc, c'est quoi nos valeurs? C'est quoi qui est important pour nous dans notre organisation? Puis qu'est-ce qu'on s'attend des uns et des autres? Donc, si je reprends mon exemple de la collaboration, je vais prendre la collaboration, je vais la définir. Puis là, après ça, moi, je fais des exercices avec les individus pour que ça vienne de eux. Qu'est-ce qu'on entend par la collaboration chez nous? Là, des fois, je vais faire des ateliers avec les employés, puis ils vont me dire, ben, c'est faire preuve d'esprit d'équipe. Je suis comme, OK, c'est concrètement comment on fait preuve d'esprit d'équipe. Donc, on va vraiment venir traduire nos attentes en comportement attendu, en attitude, en conduite, ce qui fait en sorte qu'après ça, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. C'est quoi le cadre c'est quoi c'est ça, c'est quoi on vient mettre des bandes autour de la patinoire pour s'assurer que la rondelle, elle sorte pas trop souvent puis qu'on continue là, d'avoir du plaisir sur notre patinoire. Donc voilà pour définir des règles de vie claires et communiquer. Puis la dernière chose que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est vous en tant que gestionnaire, quand les règles sont claires, qui sont bien définies, qui sont communiquées, mais après ça, vous, c'est beaucoup plus facile de sanctionner ou d'avoir quelque chose sur quoi vous appuyez, de beaucoup plus objectif pour intervenir auprès de personnes qui vont un petit peu à l'encontre de ces règles. Ensuite, le deuxième élément, c'est la clarification des rôles et responsabilités. Donc, ça, on le voit beaucoup. On fait beaucoup de mandats de clarification des rôles et responsabilités pour plusieurs raisons, mais aussi pour dénouer ou limiter des tensions potentielles. Parce que quand les rôles et responsabilités ne sont pas clairs, ben là, ce qui va arriver, c'est que il va y avoir, tu sais, comme Julie a parlé tantôt au niveau du contenu, ben là, moi, j'ai mon rôle. Je sens que l'autre, il empiète sur mon carré de sable dans mon rôle, ça va générer des tensions ou, par exemple, le processus décisionnel. Donc, on clarifie c'est quoi ma latitude d'action. Donc, ma liberté commence où, elle se termine où, ce qui fait en sorte qu'après ça, on tombe moins dans des enjeux relationnels. Donc, voilà, ça c'est une autre belle stratégie. Puis comment concrètement on fait ça pour clarifier les rôles et responsabilités? Malheureusement, je n'ai pas la science parfaite de étape 1, étape 2, étape 3. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Mais nous, par exemple, une des façons qu'on s'y prend, c'est qu'on fait un questionnaire d'analyse d'emploi. On le remet à chaque membre de l'équipe. Ils viennent mentionner c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur principale responsabilité. Puis, on ajoute quelques questions de type qu'est-ce que vous faites que vous pensez que vous ne devriez pas faire? Qu'est-ce que vous ne faites pas que vous pensez que vous devriez faire? Donc, différentes questions comme ça qui font en sorte après ça que quand on reprend toutes les informations, on voit est-ce qu'il y a eu du chevauchement ou est-ce que la perception des gens par rapport à leur rôle est alignée avec moi, ma vision comme gestionnaire ou notre vision au niveau de l'organisation. Puis ça permet de rectifier puis de reclarifier. Puis c'est très normal, on le voit beaucoup, là, les organisations sont beaucoup en changement, doivent s'adapter rapidement, ça va vite. Donc, nécessairement, c'est sûr que nos rôles et responsabilités qu'on avait bien définis dans nos descriptions de poste il y a 5 ans sont peut-être déjà complètement désuètes. Donc, c'est un bel exercice à faire là, de prévention. Ensuite, le numéro 3, mettre en place des processus de communication ouverts et réguliers. Encore une fois, ça a l'air d'aller de soi, mais ça va vite dans nos milieux de travail, surtout les postes de gestion. On éteint des feux à longueur de journée. On en a par-dessus les oreilles du travail. Donc, c'est sûr que des fois, peut-être qu'on prend moins le temps
d'avoir des communications plus ouvertes, plus régulièrement, un peu plus dans l'informel avec les gens. C'est sûr aussi, des fois, peut-être qu'on est un petit peu plus brusque ou on se parle de manière un peu plus directive parce qu'on n'a pas le temps, puis let's go, il faut que ça avance. Ce qui fait en sorte que, on peut tendre vers la communication, des fois, qui est un petit peu plus violente sans même s'en rendre compte, ce qui favorise l'apparition là, de tensions et de conflits. Et ensuite, une autre stratégie de prévention, former les gestionnaires et les équipes. Donc, un peu comme vous faites aujourd'hui, si vous êtes présent, mais c'est sûr que se former, ça ne fait pas en sorte qu'après ça, on est des champions olympiques pour gérer des conflits. Au contraire, on se rend bien compte que tout conflit et c'est très, très vaste un conflit. Il n'y a pas un conflit qui est pareil. Donc, après, c'est de se sensibiliser. Ça nous permet de voir davantage les signaux plus rapidement dans les milieux de travail, dans mes équipes, voir, puis justement de savoir un petit peu plus quand est-ce intervenir, puis de développer des compétences pour se sentir compétent d'intervenir. Quand on ne se sent pas compétent, c'est sûr qu'on a tendance à soit fermer les yeux ou juste être inactif. Deuxième élément très, très important, comme stratégie de prévention, vous, comme gestionnaire ou comme conseiller en ressources humaines, vous voulez savoir ce qui se passe. Si vous, parce que vous n'êtes pas toujours sur le terrain, vous n'êtes pas au quotidien constamment là, en train de faire le travail avec les gens, fait que c'est sûr que vous avez besoin que les gens vous parlent. Si les gens ne vous parlent pas, peut-être que vous allez passer à côté de certaines choses, puis vous n'allez être même pas au courant des tensions qui se passent là, dans vos équipes de travail. Donc, pour que les gens viennent vous parler, qu'est-ce qu'il faut? La confiance. La confiance, la confiance, la confiance. Puis la confiance, ça se gagne pas du jour au lendemain. Donc là, je vais vous expliquer le principe des trois piliers pour bâtir la confiance. Mais même si vous les appliquez demain matin, la confiance ne sera pas là demain matin. Ça se bâtit, ça se gagne à long terme. Donc, comment on fait pour gagner la confiance des gens? Trois éléments. Petit acronyme, moi j'aime bien, ça m'aide à le retenir. Les A. Donc, logique, empathie, authenticité. La logique, c'est quoi? Ben, un, c'est est-ce que comme gestionnaire, je prends des décisions qui vont être cohérentes, qui vont être claires? Est-ce que quand je dis quelque chose, je le fais? Donc, est-ce que justement je suis structurée? Est-ce que je suis juste? Puis est-ce que je tiens parole? Donc, puis il y a tout l'aspect aussi compétence, là, est-ce que je prends des décisions qui font du sens? Ça touche l'aspect compétence. Donc, ça, c'est le bout logique. Ensuite, pour gagner la confiance des gens, ça prend de l'empathie. L'empathie, ce qu'on en comprend de l'empathie, là, sûrement que vous avez la même définition que moi, c'est de se mettre à la place des autres. Donc, le concept ici que je veux vous parler, c'est qu'il faut que les gens sentent que vous souciez sincèrement d'eux. Pas que vous fassiez assemblant de vous soucier d'eux. C'est comme juste de dire bonjour, bon matin, comment ça va? C'est pas ça, se soucier de l'autre. C'est vraiment de prendre le temps d'avoir une posture d'ouverture, d'être en écoute active. Donc, c'est ce que j'entends par l'empathie. Ben, ce que j'entends, le Harvard Business Review, bien sûr, pas Chloé Charon. Ensuite, le troisième élément très important, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est quoi? Ben, justement, c'est la transparence, c'est de démontrer une certaine vulnérabilité à nos équipes, d'être capable d'accepter, de reconnaître qu'on a des limites, puis que c'est bien correct, ça n'enlève pas toutes les compétences qu'on a. Donc, là, je vous entends déjà me dire, oui, mais Chloé, on ne peut pas être vulnérable quand on a des rôles de gestion parce que quand on est vulnérable, ça l'insécurise encore plus les membres de notre équipe. J'entends, mais là, je vais vous expliquer la petite nuance. La vulnérabilité ici, c'est pas de Ah, il y a un problème, je me cache en dessous d'un bureau, puis je dis à mon équipe, là, arrangez-vous, moi, je peux pas gérer ça, là, arrangez-vous. Non, c'est pas ça, là, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est de dire, regardez, pour cette situation-là, je ne l'ai pas la réponse. On va la trouver ensemble ou je vais aller chercher les ressources nécessaires pour qu'on trouve la solution. Ou, exemple, dans un conflit, j'ai pas les compétences, ça dépasse mes compétences, je vais aller chercher du soutien externe pour m'accompagner là-dedans. Donc, faire preuve de vulnérabilité. Voilà, donc les trois piliers de la confiance sont primordiaux pour que les gens vous parlent puis que vous ayez accès à l'information. Ici, c'est un petit résumé de ce que je vous ai dit. Vous l'aurez entre les mains. Donc, les stratégies d'intervention efficaces, ben, c'est sûr que pour intervenir efficacement, il faut être conscient aussi quand il y a un conflit ou quand il y a des tensions. Donc, la première chose à faire, c'est
Ça, c'est très psychologique, mais ce que je vois sur le terrain, c'est primordial parce que sinon, on a bien beau vous enseigner plein de méthodes d'intervention. Si vous ne connaissez pas votre propre rapport que vous avez avec le conflit, ça va être difficile d'agir, d'intervenir adéquatement. Donc, c'est quoi connaître son rapport avec le conflit? Ben, c'est de se dire, moi, comme individu, comme gestionnaire, comme conseiller, habituellement, qu'est-ce que ça me fait le conflit? Est-ce que j'ai tendance à justement, je déteste les conflits, habituellement, j'ai tendance à minimiser ou à éviter parce que, bon, j'ai pas envie d'être là-dedans parce que ça me fait pas sentir bien. Ben ça, c'est déjà un pas en avant parce que si je suis conscient de ça, ben je vais être plus vigilant puis je vais me dire là, en ce moment, Chloé, tu es en train de faire de l'évitement parce que tu n'aimes pas ça le conflit. Fait que je vais juste être beaucoup plus vigilante. Fait que c'est quoi mes déclencheurs? C'est quoi mes croyances aussi? C'est quoi mes biais? Très important parce que, par exemple, c'est sûr qu'au fil du temps en entreprise ou en organisation, on se lie d'amitié avec des gens. Il y a des gens avec qui on a des rapports plus faciles, qu'on a des préférences, puis même si on veut pas, puis on va être le plus neutre possible, c'est naturel, c'est normal. Donc, si par exemple, j'ai des grandes affinités avec Nathalie, Nathalie est en conflit avec Jonathan, et peut-être que quand je vais avoir à gérer cette situation-là, je vais avoir un peu de favoritisme envers Nathalie ou je vais minimiser ce que Jonathan va me dire parce que c'est juste psychologiquement naturel. Donc, quand on est conscient de nos biais, quand on est conscient de nos croyances, ça nous aide aussi à nous protéger de nous-mêmes, puis à ne pas passer à côté d'une belle intervention qu'on pourrait faire. Puis, mes forces et mes moins grandes forces, je le mentionne parce que Euh, tu sais, c'est correct si vous n'êtes pas bon ou vous n'aimez pas ça, gérer des conflits, c'est tout à fait correct. Après, c'est juste de s'entourer des bonnes personnes, puis d'aller chercher le soutien nécessaire. Voilà. Deuxième élément, le courage managérial. Vous en avez sûrement déjà parlé aussi du fameux courage managérial. Je le mentionne, c'est pas d'être dur, directif, puis de rentrer dans les tensions ou dans les conflits dans les membres de nos équipes comme un tank, là. C'est pas du tout ça le concept de courage managérial. Donc, le courage managérial, c'est de, c'est pas d'être dur, c'est d'être juste. C'est d'aborder, c'est d'aller vers les discussions qui vont être peut-être difficiles. Donc, euh, voilà, c'est sûr que le courage managérial, souvent, c'est qu'on va avoir tendance des fois à pas savoir, OK, mais quand est-ce que je dois intervenir? Quand est-ce que je dois les laisser se gérer entre eux? Si j'interviens, je vais-tu rendre ça pire que ça l'est déjà? Je comprends, c'est plein de questions qui nous viennent en tête. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est avoir du courage managérial puis intervenir, encore une fois, pas sur l'émotion, hein, on prend du recul, mais juste de faire quelque chose, ça envoie un signal à l'équipe, à l'ensemble des employés, que pour vous, que pour l'organisation, vous ne tolérez pas ces comportements-là. Quand on laisse passer, on laisse passer, on laisse passer, on envoie un signal que pour nous, c'est correct d'agir ou de faire, d'avoir tel type d'attitude. Fait que là, il y a des gens qui vont s'en permettre davantage, qui vont s'en permettre davantage. Fait que là, on va se ramasser dans une organisation un peu chaotique où on n'est plus capable de gérer les comportements, les incivilités, tout, ça va être un peu de la violence, de la toxicité. Donc, moi, j'aime bien les images, là, mais je vais reprendre mon panier de fruits. Si je viens d'aller acheter des belles pommes, des belles oranges, des belles poires, je mets ça dans mon panier de fruits à la maison. Puis là, j'ai une banane pourrie qui est là, puis que je laisse là avec mes beaux fruits tout frais. Ça sera pas bien long qu'elle va contaminer le reste. Donc, pensez à ça. Des fois, on a de la misère à le faire, là, à aller faire cette petite intervention-là. Mais quand on se dit qu'on le fait pour l'ensemble de l'équipe, ça nous aide, ça nous donne un petit peu plus de courage pour le faire. À toi, Julie. Oui, donc gérer efficacement un conflit, c'est aussi tenir compte du facteur humain. Donc, il faut se rappeler qu'il existe plusieurs sortes de conflits, puis on ne règle pas tous les conflits de la même façon. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la composante davantage reliée au contenu du conflit, puis celle davantage reliée à la relation. C'est sûr qu'on ne réglera pas, on n'attaquera pas un conflit là, qui est relié à la tâche, aux responsabilités, au processus de la même façon qu'un conflit qui est plus relationnel. Donc, un conflit qui est plus relié à la tâche, aux responsabilités, au rôle,
ben, on va pouvoir aller chercher des solutions qui sont beaucoup plus concrètes, là, rationnelles, pardon, matérielles. On va pouvoir, par exemple, se mettre d'accord sur des processus à suivre, sur des critères communs. Donc, c'est beaucoup plus concret, comme je vous disais, que quand on travaille sur la relation. Travailler sur la relation, c'est aller travailler sur, donc, essayer de comprendre les perceptions de chacune des parties au conflit. Aller prendre le pouls des émotions que chacune des parties vit. Regarder les processus de communication, la dynamique relationnelle qui s'est installée entre les parties. Et habituellement, oui, un conflit peut être davantage de nature, tourner davantage autour du contenu que de la relation ou l'inverse, mais habituellement, on va retrouver les deux composantes dans un conflit et elles sont interdépendantes. Donc, c'est très important de vous rappeler que vous avez toujours avantage à quand même accorder du temps à la relation, à travailler sur l'aspect relationnel. Ça ne peut que vous aider à résoudre l'aspect qui est relié au contenu. Donc, ensuite, autre outil, travailler sur les perceptions. Comme je vous disais, dans un conflit relationnel, il faut pousser un petit peu plus loin. Donc là, on va tester le fameux chat, Chloé. Ce qu'on vous demanderait, vous avez peut-être déjà vu ces images-là sur Internet, mais ça serait de nous partager là, en quelques secondes ce que vous voyez dans l'image de gauche et ce que vous voyez dans l'image de droite. Donc, vous pouvez indiquer vos réponses dans le chat. Et on pourra regarder. Ou le penser dans votre tête, hein, si vous êtes Oui, gêné. c'est ça, là. Si là, je vois que peut-être que peut-être que la fonctionnalité. Alors, je vais vous donner les réponses. Donc, ah, une personne, merci beaucoup. L'image de gauche, des visages qui se regardent, oui, effectivement. L'image de gauche, un vase et à droite, un joueur de saxophone. Ah, ensuite, on a quelqu'un qui dit que le chat ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez utiliser questions et réponses. Oui, la fonctionnalité questions et réponses peut-être. Donc, déjà là, vous voyez à gauche deux visages, deux personnes qui se regardent. Donc, c'est très intéressant. Ces images-là, moi, je les appelle des images à double sens. Il y en a plusieurs, là. Mais elles sont utilisées justement pour illustrer la subjectivité de la perception, hein, parce que dans l'image de gauche, il y a effectivement soit des gens qui peuvent voir le fameux vase de Rubin ou le profil de deux personnes, donc deux visages. Dans l'image de droite, il y a un visage, le visage d'une femme, mais aussi un personnage qui joue du saxophone. Donc, qu'est-ce que ça illustre ici? C'est que on peut être placé face à une même réalité, mais avoir une lecture différente de celle-ci en fonction de ce que nous, on perçoit. Et pourquoi est-ce qu'on vous présente ça aujourd'hui? Parce que c'est la même chose dans un conflit. Il va y avoir autant de versions qu'il y a de parties prenantes à un conflit. Donc, c'est souvent ce qu'on va appeler, nous, en médiation, le récit des parties. Et c'est important pour vous, comme gestionnaire ou comme responsable des ressources humaines, la personne qui accompagne les parties, de prendre le temps de s'asseoir individuellement avec chacune des parties pour comprendre leur perception. Qu'est-ce qu'elle, elle voit dans ce conflit-là? Donc, et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est par le questionnement. Donc, par exemple, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vis? Décris-moi la situation. Qu'est-ce que tu penses qui a déclenché ce conflit-là? Qu'est-ce qui t'affecte le plus dans ce conflit-là? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans cette situation-là? Donc, en questionnant les individus, vous allez non seulement avoir des récits potentiellement différents de ce qui est vécu, mais ça peut aussi vous aider à comprendre davantage les enjeux, à comprendre les besoins aussi de chacune des parties. Et parfois, ça peut même vous aider à avoir des angles clés de la problématique que vous-même, vous n'aviez pas perçus. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est, ça ne fonctionne pas toujours, je vous le dis tout de suite, là, mais c'est un outil parmi tant d'autres, c'est d'accompagner les parties à essayer d'explorer maintenant le récit de l'autre.
Donc, quand vous sentez une certaine ouverture, questionnez, disons, je suis assise avec Jean et je demande à Jean, Jean, comment est-ce que tu penses que Erika, elle voit la situation? Si je lui demandais à Erika de me décrire là, le conflit, qu'est-ce que tu penses qui ressortirait? Qu'est-ce que tu penses qui est important pour Erika dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu penses qui a été l'élément déclencheur pour elle? Et parfois, on va faire face à une fermeture, c'est normal. Mais tentez d'ouvrir la porte comme ça, vous allez finir par quand même avoir d'autres éléments intéressants ou des fois, ça peut juste mettre la puce à l'oreille à l'autre personne de dire, oui, c'est vrai, hein, je ne suis pas toute seule dans ce conflit-là. Il y a peut-être d'autres perceptions qui existent que la mienne. Et ça m'amène à la slide suivante, qui est un autre outil qui est utilisé par les médiateurs. Et donc, encore une fois, il faut être très prudent quand on utilise cet outil-là. Euh, c'est ce que j'appelle, moi, le travail en coulisses. Encore une fois, on est avec les parties individuellement. Et qu'est-ce qu'on va tenter de faire? On va tenter de modifier leur niveau de conscience par rapport au conflit. Donc, je vous explique, il y a un principe en communication qui s'appelle la co-construction ou encore l'interaction circulaire, qui veut dire que si, exemple, Jean crie sur Erika, Erika va très certainement réagir. Comment est-ce qu'elle va réagir? Bon, on ne le sait pas, il y a plusieurs façons de réagir. Elle peut, elle aussi, crier sur Jean. Elle peut s'isoler, elle peut l'éviter. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la réaction d'Erika au comportement de Jean va entraîner une réponse de Jean. Donc, il va réagir lui aussi au comportement d'Erika. Ça va amener un nouveau comportement. Puis là, Erika va à nouveau réagir à ce nouveau comportement-là. Donc, on se retrouve dans une roue qui tourne comme ça. C'est ce qu'on appelle une dynamique relationnelle. Et là, c'est de faire comprendre aux parties qu'elles ont, elles aussi, un impact sur la dynamique relationnelle. Donc, si on est capable, toujours par le questionnement, de réussir à faire voir à la personne que si elle modifie son comportement, c'est impossible que la dynamique relationnelle reste inchangée. Oui, ça peut être subtil. Il n'y aura pas nécessairement des changements drastiques là, du jour au lendemain. Mais moi, je vais utiliser cet outil-là parfois dans un conflit qui est presque cristallisé, là, où, par exemple, Jean va me dire, ben, c'est impossible, moi j'ai abandonné, Erika, elle veut rien comprendre, elle ne changera pas, elle est comme ça. Ben, j'essaie de lui faire comprendre qu'il n'y a pas nécessairement besoin de la collaboration d'Erika pour lui-même agir sur ce sur quoi il a du contrôle, qui est son comportement à lui, ses paroles à lui. Donc, s'il modifie, s'il tente autre chose, c'est certain que la dynamique va changer, qu'Irka va devoir modifier sa réaction. Et habituellement, ça fonctionne assez bien. Ça peut quand même prendre du temps, mais ça fonctionne assez bien. Et comme je vous disais, comment est-ce qu'on y arrive? C'est par le questionnement. Donc, je vais par exemple demander aux parties, est-ce que tu crois que Irka avait l'intention de te nuire en posant ce comportement-là? Qu'est-ce que tu penses qu'elle cherchait à protéger, elle, de son côté, en posant ce comportement-là? Est-ce que tu penses que ça se peut que la situation soit vécue complètement différemment par Erika? Et parfois, je vais même réussir à ouvrir une petite porte là, de nuances dont je vous parlais tout à l'heure, où je vais questionner la personne à savoir, toi, comment tu penses que tu peux avoir contribué à cette réaction-là de chez Erika? Et là, très étonnamment, je vais réussir euh, à aller chercher l'aspect où la personne va réussir à dire, oui, ben peut-être que là, je peux comprendre certaines de ses réactions. Je ne suis pas d'accord avec ses réactions, mais je peux peut-être davantage comprendre certaines de ses réactions. Donc ça, c'est un travail qui est délicat, qui est fait surtout en médiation, mais je vous l'apporte, comme je vous disais, pour que vous soyez conscient de la fameuse dynamique relationnelle qui n'est pas impossible de changer si on travaille sur chacune des parties et que donc chacune des parties a le pouvoir aussi de modifier le cours des choses.
Donc, dernier élément qu'on aborderait avec vous aujourd'hui, c'est l'importance de prendre le temps d'explorer le problème. Hein, on travaille tous en organisation où bien souvent on est pris dans l'urgence et j'ai moi-même déjà dit face à un conflit, ah mon Dieu Seigneur, j'ai pas le temps de gérer ça, comment je vais faire? J'ai pas le temps de gérer ça. Donc, on peut être tenté comme gestionnaire de trouver, de s'agripper à la solution facile ou à une solution rapide. Mais là, je vais vous amener l'image du feu. Un feu, plus il brûle depuis longtemps, plus sa braise, elle est chaude, plus sa braise, elle est puissante. Donc, un feu qui brûle depuis plusieurs heures, probablement qu'on ne réussira pas à l'éteindre en envoyant tout simplement un seau d'eau. Parce que la braise va réalimenter les flammes. La braise est tellement chaude qu'elle va réussir à repartir le feu. Ou si vous avez l'impression que vous avez réussi à éteindre le feu, ben, parfois il s'agit d'un petit coup de vent C'est ça. et la flamme va revenir. Donc, c'est la même chose avec les conflits. Vous avez l'impression que vous avez réglé votre conflit, tout est beau, mais non, il va s'agir d'un nouveau petit élément déclencheur et le conflit va reprendre de plus belle. Donc, c'est l'importance de prendre le temps d'explorer les dimensions cachées au problème. Donc, prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui peut être en jeu ici. Et nous, on va vous recommander d'impliquer le plus possible les parties prenantes au conflit, les parties qui sont concernées par les enjeux, à la recherche de solutions. Pourquoi? Ben, parce que c'est les mieux placés pour trouver les bonnes solutions pour eux, mais aussi parce que c'est là où on va venir jouer sur le fameux levier de performance. C'est qu'on va venir jouer sur leur mobilisation, on va venir jouer sur leur engagement aussi, et c'est là que vous pouvez voir naître des nouveaux processus qui vont être parfois plus efficaces ou plus innovants, donc qui vont vous permettre d'aborder les situations à l'interne de façon différente. Donc, Chloé nous amène à la conclusion et ce qu'on aimerait vous dire d'entrée de jeu, c'est que comme gestionnaire, ne vous mettez surtout pas la pression de régler le conflit. OK? Donc, votre rôle à vous comme gestionnaire, c'est de mettre en place des actions pour prévenir, comme le disait Chloé tout à l'heure, pour prévenir le conflit, pour l'adresser le plus rapidement possible. Vous pouvez agir comme facilitateur aussi lors de conflits, mais uniquement les parties prenantes à un conflit peuvent décider de résoudre le conflit. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est les accompagner en agissant comme un catalyseur de réflexion. Donc, ça veut dire quoi? Poser des questions, les accompagner à voir le récit de l'autre, les perceptions de l'autre, permettre aussi qu'il y ait une partie impartiale, donc un tiers neutre pour les aider à régler leur conflit et les supporter dans le processus. Et comme Chloé disait, si vous ne pensez pas être la bonne personne pour accompagner les parties, ou si vous pensez que, mon Dieu Seigneur, je ne suis peut-être pas impartial finalement dans cette situation-là, ben, n'hésitez pas à faire appel à un tiers. Donc, ça peut être soit une personne en ressources humaines, donc dans votre département des ressources humaines, si vous en avez un consultant, mais n'hésitez pas si vous ne pensez pas être impartial. Voilà. Puis peut-être, moi, ce qui m'a vraiment parlé, Julie, quand j'ai regardé l'image de tantôt là, par rapport à les perceptions, maintenant que tu... Parce que moi et Julie, on n'avait pas du tout la même lecture là, quand on a regardé l'image. Puis quand on m'a fait part de elle, sa lecture de l'image, moi, maintenant, à chaque fois que je regarde l'image, je vois maintenant une toute autre image. Je vois l'image de Julie et mon image. Fait que je trouve ça vraiment parlant. Je trouve ça assez, c'est ça, c'est fascinant. Fait que, en d'autres termes, emmener les gens à communiquer, emmener les gens à vous parler. Un, ça va vous permettre, tu sais, vous jouez un rôle de coach au final, d'aider les gens à identifier justement leurs besoins, leurs émotions. Des fois, ça part de là, hein, ils ne le savent même pas eux-mêmes pourquoi ça les fait réagir. Donc, c'est juste de les emmener à prendre conscience eux-mêmes de Mm. pourquoi ils réagissent de cette façon-là. C'est quoi les besoins qui ne sont pas comblés? Comment ils se sentent? Puis ça permet aussi, quand on travaille ça avec les gens, ben, qui a les meilleurs mots après pour aborder les choses avec l'autre personne en question. Parce que quand je parle en fonction de mes besoins et de mes émotions, c'est rare que l'autre personne va se sentir attaquée, Exact. défensive. Alors, j'ai envie, moi, de vous dire que un conflit, ça peut nous en apprendre beaucoup.
Donc, faut le voir autrement. Tu sais, je comprends que c'est très, très à connotation négative, un conflit, mais quand on plonge dedans, quand on l'embrasse, on se rend compte qu'on est quand même capable d'aller chercher des informations qu'on n'aurait pas su autrement, puis on peut mettre en place des nouvelles pratiques pour justement, exemple, les rôles et responsabilités, les clarifier, ce qui fait en sorte que ça va augmenter notre performance organisationnelle, ça va augmenter peut-être la satisfaction des services qu'on offre, la qualité des produits qu'on offre également. Donc, voilà, c'est un petit peu la conclusion du webinaire d'aujourd'hui. Je ne sais pas, Julie, tu avais-tu d'autres choses à rajouter? On pourrait en parler pendant des heures, là. Oui, c'est tellement un sujet passionnant. Et vous n'êtes pas obligé, Chloé parlait d'embrasser le conflit. Si vous réussissez déjà là à l'apprivoiser, c'est déjà un très beau pas parce que bien souvent, à vrai dire, tous les conflits ont quelque chose à nous apprendre sur notre organisation, sans exception. Tout à fait. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. On espère qu'on vous a donné quelques outils concrets. Pour la suite, restez à l'affût. On va développer d'autres webinaires, peut-être en lien avec le harcèlement, avec d'autres sujets de ressources humaines. Donc, ça nous fait toujours plaisir là, d'outiller le plus possible nos clients ou les organisations là, qui les entourent. Donc, pour les dernières minutes qui restent, on l'avait prévu pour les questions, donc n'hésitez pas à écrire dans le question-réponse des questions, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Bon après-midi. Bon après-midi. Alors là, ça c'est le volet techno qu'on va... Ben, moi, je vois les questions rentrer là. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si, s'ils vont pouvoir avoir la documentation. Oui, bien sûr. Donc, à la fin, on a notre grande équipe de com qui vont vous envoyer la présentation ainsi que il y aura un lien pour la rediffusion également, là, donc ça sera possible de revisionner le webinaire de cet après-midi, de ce midi. Donc, effectivement, quelqu'un nous demandait si on pouvait revisionner la présentation. Alors, la réponse est oui. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Attends. Et oui. Bon, là, ça, c'est une bonne. Tu sais, vous voyez, là, moi, je ne suis pas une grande. Moi, je ne vois pas de main levée, Chloé. Peut-être que c'est parce que c'est toi la Oh. capitaine. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Là, là. Je vois plus de main. Fait que peut-être qu'ils ont été découragés puis se sont dit, on n'y arrivera pas. Ben, on vous encourage, si vous aviez une question, à l'écrire dans questions-réponses au bas de l'écran en plein milieu. Ah, on peut permettre de parler aux gens. Fait que vous pouvez relever la main si jamais vous voulez parler. Je vais vous donner la parole. Voilà, OK. Ariane, ça va pas bien long. Ici. Oups. Oui, bonjour Ariane. Est-ce que vous voulez essayer de parler? Oui, enlevez votre micro. Vous m'entendez? Oui, 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 j'ai une petite question. Sur une, pardon, excusez, il passe à mon bureau, vous êtes à terre. Non, non, je suis en compte. Sur une question un peu, je sais pas si on va appeler ça incivilité, mais disons, répartition de certaines tâches, là, par exemple, qui va faire quel truc? Ah, moi, j'ai l'impression qu'elle fait plus souvent que moi. Puis bon, est-ce que c'est mieux de gérer ça de façon collective ou individuelle? Quand il y a une personne qui vient voir qui dit, ben là, je trouve que c'est plus souvent moi qui fais ça, qui nettoie la cuisine ou peu importe, là, sur quelque chose qui n'est pas, tu sais, c'est juste dans la gestion quotidienne, là, mais pas, tu sais, c'est pas vraiment dans le travail en soi. Est-ce que c'est mieux d'y aller plus avec comme un rappel dans l'équipe, justement, sur les règles de civilité, essayer que l'ensemble se trouve des solutions en équipe ou individuellement pour éviter que les personnes se sentent comme non concernées si on le fait en groupe. C'est comme c'est pas moi qui fais ça, non, c'est pas moi, c'est l'autre, et puis finalement, ça donne rien. dis ce que tu veux. Moi, j'ai plusieurs éléments de réponse. oui, ben, je peux te laisser, je te laisse y aller. Ben, c'est sûr que, tu sais, de savoir est-ce que je le fais en groupe, est-ce que je le fais individuellement. Mhm. Moi, mon premier réflexe, c'est de dire ça dépend de la dynamique qui est installée dans l'équipe. Tu sais, si on est dans une dynamique déjà un petit peu tendue, c'est sûr qu'avant, comme gestionnaire, je m'assurais de récolter l'information individuellement pour, tout le monde fasse le petit travail aussi, qui se responsabilise puis qui cible là, les différents éléments.
Moi, je récolte ça comme gestionnaire. Je peux me faire déjà une première tête, une première analyse. Je vois les angles morts aussi en vue de cette rencontre-là en groupe qui aura lieu nécessairement. Moi, je pense que c'est très favorable après ça de faire une rencontre en groupe, mais au moins, je vais avoir préparé le mieux possible pour que ça se passe pour le mieux. Donc, ça serait un petit peu ça ma stratégie. Puis, il y a d'autres organisations où que le climat de travail est déjà très bon. Les gens aussi ont une façon de communiquer entre elles de manière très saine. La confiance est là, le sentiment de sécurité psychologique est là. Donc, ça, nécessairement, de faire tout de suite en groupe, ça pourrait être une option. Mais c'est sûr que ça prend une animatrice, un animateur pour favoriser que tout le monde, justement, ait l'espace pour parler, que ça soit construit. Je ne sais OK. pas si ça répond à la question. Puis quand on va recueillir les informations individuelles, Oui. euh, c'est plus l'impression, c'est parce que je peux pas être comme en train de commencer à regarder à chaque fois, ah, c'est qui l'a fait, c'est qui l'a pas fait, tu sais, d'avoir des chiffres. Et puis, des fois, les gens t'entendent me dire, ouais, mais c'était quand ça que tu as vu ça, là? Mais c'est quand, là? C'est quel jour que j'ai pas fait ça ou que telle personne a fait ça? Tu sais, ils ont tendance à vouloir valider de façon objective, tu sais. C'est quoi? C'est quand? Donne-moi un fait. Moi, je peux pas forcément toujours voir le fait. Je peux aller voir chacun, mais ils vont me dire, ouais, mais non, moi, cette journée-là, c'est comment, jusqu'à quel point cette récolte d'infos, la précision qu'on doit avoir, ou c'est plus pour avoir des faits, ou avoir l'avis de la personne, le ressenti, ou... Moi, dans ces situations-là, j'essaie vraiment de dépersonnaliser la situation. Parce que sinon, les gens se sentent visés, se sentent attaqués. Fait que de faire cette récolte-là d'informations individuellement ou via un questionnaire ou peu importe, vous, après ça, vous pouvez faire, OK, voici ce que j'ai observé. Je sens qu'il y a peut-être un manque, il y a peut-être manque de clarté ou c'est peut-être justement moins clair pour telle responsabilité, telle tâche, qui fait quoi. Tu sais, je sens que les perceptions ne sont pas nécessairement les mêmes. Puis c'est correct, là. C'est correct. Il y en a... Mais après ça, j'ai envie de vous entendre. On va essayer de justement voir qu'est-ce qui serait optimal, fait que vraiment en mode solution, qu'est-ce qui serait optimal pour s'assurer qu'on part tout avec la même information. Voilà. OK. Encore une fois, c'est un petit peu difficile parce que je connais pas le détail du contexte, mais on pourra justement, n'hésitez pas à nous écrire là, si vous voulez qu'on prenne un moment pour qu'on aille un petit peu plus en détail. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Ariane. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions sur questions-réponses. Donc, ça serait la dernière chance de poser vos questions si vous en avez. Sinon, on va vous laisser retourner À vos à vos occupations. urgences. Oui, Oui. exactement. C'est Il ne bon. semble pas y avoir d'autres questions, Chloé. Super. Donc, merci encore pour votre écoute. Bien contente d'avoir été parmi vous ce midi. Puis peut-être à bientôt. Bye bye, bonne journée.